Bonjour, je suis Nadia Pellerin, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans et je suis heureuse de participer à l'opération des collèges pilotes avec vous, donc les collégiens du collège Voltaire. Je vais commencer par me présenter un petit peu. Je suis physicienne de formation. J'ai réalisé mes études à l'Université d'Orléans jusqu'à un doctorat, donc ce qu'on appelle aussi une thèse, sur les matériaux supraconducteurs. Et puis j'ai obtenu donc mon poste de maître de conférence à l'Université d'Orléans, ce qui veut dire que j'enseigne à des étudiants qui ont déjà leur baccalauréat, donc entre des étudiants de licence jusqu'au master. J'encadre des étudiants qui font des thèses je réalise mes recherches dans le laboratoire où nous nous situons justement pour faire ce petit enregistrement, ce laboratoire qui s'appelle le CEMTI. Ça signifie conditions extrêmes et matériaux, haute température et irradiation. Donc je travaille sur des matériaux qui sont réalisés plutôt à haute température, comme les verres. Alors, je vous montre quelques petits exemplaires dont on pourra peut-être parler quand je reviendrai vous voir un peu plus tard dans l'année. Et ça tombe bien, hein, puisque aujourd'hui on m'a demandé de vous parler du soleil. Donc le soleil, c'est aussi les hautes températures. J'ai commencé par une image de nuit, pour qu'on prenne bien conscience de ce qui se passe en présence du soleil et son apparition. Donc en journée, il se lève, il parcourt sa course dans le ciel et il nous apporte de la lumière. Donc retenons bien cette idée-là. Qu'est-ce qu'on connaît de lui ? Eh bien, vous avez ici des petits schémas qui montrent notamment sa température. On a un astre qui est extrêmement chaud. À sa surface, les physiciens mesurent des températures de l'ordre de 6000 degrés, mais en son cœur, les températures atteignent des millions de degrés. Et puis c'est un astre, une boule extrêmement dense. La matière est très resserrée, très énergétique. Il y a beaucoup de mouvements, mais c'est très massif. Au niveau de sa taille, je ne vous donne pas le chiffre, mais c'est 100 fois plus gros que la Terre, si on compare les rayons. Cette température, si on revient dessus, pourquoi est-elle si importante ? Eh bien, c'est parce que dans le Soleil, il y a des réactions chimiques, qu'on va appeler des réactions nucléaires, qui produisent beaucoup d'énergie. Ces réactions, elles sont un peu schématisées ici. Vous pouvez imaginer des collisions. Vous envoyez une boule de billard sur une autre boule de billard et imaginez qu'on envoie avec tellement de force que les boules vont fusionner, c'est-à-dire réaliser un nouvel objet, une nouvelle entité. C'est un petit peu ça qui se passe dans le Soleil. Donc on a des éléments, des particules toutes petites, en rouge ici, qui sont les protons, qui peuvent fusionner grâce à une collision, fabriquer une particule un petit peu plus grosse avec deux éléments, une boule grise, une boule rouge ici, un proton, un neutron. Et puis les collisions continuent et ça permet de faire grossir les particules que l'on obtient. Ici, une particule avec 3 constituants, 2 rouges, 2 protons, un gris, un neutron, c'est un hélium 3. Et on peut continuer les collisions jusqu'à un hélium 4, 2 de chaque, 2 gris, 2 rouges, 2 neutrons, 2 protons. J'ai insisté sur les hydrogènes et puis l'hélium, parce que ce sont les éléments les plus abondants du Soleil. 73% d'hydrogène, 24 ou 25% d'hélium. Au-delà de ça, il y a plein d'éléments chimiques qui sont fabriqués aussi comme ça par collisions successives. Donc des éléments plus gros, des atomes plus gros, le fer, le carbone, le néon, le fluor, un petit peu tout ce qui existe aussi sur Terre. Ce sont les mêmes éléments chimiques. Cette énergie, cette température, elle témoigne de cette énergie fantastique qui est créée par ces réactions de fusion qui sont présentes au sein du Soleil.
J'attire aussi votre attention sur le nom de l'hélium, cette particule-là. C'est le nom du soleil finalement. Le soleil, c'est le dieu Hélios, qui est représenté ici, vous voyez, une couronne, comme le soleil, il porte une couronne, et puis des rayons qui partent dans toutes les directions du système solaire, notamment sur la Terre. Son âge, il est très vieux ce soleil, 4,6 milliards d'années. Si on regarde son espérance de vie, il va évoluer, son espérance de vie c'est 14 milliards d'années. Il en est ici, vous voyez, et j'ai calculé un petit peu par rapport à une vie humaine, c'est un jeune homme de 23 ans, s'il meurt à 80 ans. Voilà. Ce que nous ne verrons pas, ni vous ni moi. Revenons sur le soleil qui rayonne. C'est ce joli dieu Hélios avec sa couronne et ses rayons qui l'envoient dans toutes les directions. Ce qu'on reçoit nous sur Terre, c'est une lumière blanche. Et puis, de temps en temps, par le jeu d'une situation particulière, on va observer la décomposition de la lumière. Vous connaissez tous les arcs-en-ciel. Ce sont les gouttes d'eau qui vont permettre d'agir comme un petit prisme et de réfracter la lumière. Et la lumière se dévoile, comme un striptease un peu. Donc on comprend que la lumière n'est pas blanche, mais en fait composée d'un ensemble de couleurs. Peut-être que vous avez fait des expériences avec le prisme, avec le réseau, qui montrent également cette décomposition de la lumière. Vous pouvez jouer avec un CD, par exemple, et observer les couleurs. Lorsque vous faites la vaisselle, garçons et filles bien sûr, sur les bulles de savon, vous pouvez voir aussi ces couleurs qui traduisent la décomposition de la couleur. Donc finalement, on voit la nature intime de la lumière qui nous arrive du soleil, au moins la partie visible, parce que dans les rayonnements qui nous arrivent du soleil, il y a aussi des parties invisibles. Oh pardon, c'est pas ce que je voulais montrer. Voilà, qui sont là, de part et d'autre de la zone visible. La lumière, c'est donc une onde, une oscillation régulière, et selon la couleur, eh bien, l'oscillation, elle est plus ou moins resserrée. Vous voyez ici, j'ai indiqué par une flèche la distance entre deux sommets, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Donc ça va être la caractéristique de la couleur, visible ou invisible. Du côté gauche, ici, du spectre visible, du côté au-delà des bleus, on va avoir des rayonnements très énergétiques que vous connaissez au moins, vous connaissez au moins les noms, l'ultraviolet, les rayons X qu'on utilise dans le monde médical pour les radios, les rayons gamma du monde du nucléaire. Tout ça c'est très énergétique et on est au-delà du bleu. Au-delà du rouge, à droite du spectre visible, on est sur des rayonnements qui sont moins énergétiques et qui correspondent à des oscillations larges, des grandes longueurs d'onde. Les micro-ondes du four micro-ondes, les ondes radio, des ondes de plusieurs centimètres, voire kilomètres. Donc tout ça, toute cette quantité d'ondes, avec toute sa variété, visible, non visible, c'est ce que nous envoie le Soleil. L'image, vous pourrez le faire comme un jeu. Je vous demanderai de vous interroger sur la température. Alors si je prends ici en haut les braises, c'est le barbecue, le feu de cheminée, des braises chaudes. Les braises, quand elles sont chaudes, vous savez que vous les voyez rouges. Ce qui veut dire qu'elles rayonnent, elles envoient des rayons comme Hélios vers vos yeux et vous êtes sensible à une coloration rouge. Quelle est la température à peu près? Je vous laisse un petit peu regarder ça. Ici, on est sur un four, non pas le four de la maison où je fais cuire les gâteaux, mais plutôt le four comme on trouve dans ce laboratoire où je fabrique des matériaux comme le verre. Quand il est chaud dans le four, c'est pareil, j'ouvre la porte et je constate qu'il rayonne. Il y a une ambiance jaune, voire même blanche. Les yeux ne peuvent même plus rien distinguer. Et puis vous connaissez aussi la gazinière, les flammes bleues, qui peuvent être excessivement chaudes, plusieurs milliers de degrés pour vous donner un peu une idée. J'ai mis aussi un petit enfant malade pour avoir la température la plus grande.
Mais malgré tout, on va rester à des températures quand même très basses, hein, 38, 39 quand on est malade, pas beaucoup plus que ça. Le four, allez, 200 degrés max. Les braises, bon, peut-être 800 degrés. Mon installation dans le four ici, peut-être 1000 degrés. Hein, et puis ici, j'ai dit 10 000 degrés. Ce que je voulais vous montrer par cet ensemble d'images, c'est la relation qui existe entre la température et l'émission de rayonnement coloré. J'ai fait un classement, il faut suivre simplement la flèche. Donc du plus froid, l'enfant malade, le gâteau, la braise, le four et les flammes de la gazinière. Donc on va du plus froid vers le plus chaud et vous voyez qu'on évolue vers pas de couleur, disons pas de rayonnement émis par la matière chaude. 38 degrés, c'est quand même de la température. Mais bon, pas de rayonnement semble-t-il, en tout cas dans le rayonnement visible, émis par l'enfant malade, ni par les gâteaux. Par contre, 800 degrés, oui, je vois quelque chose. Je vois quelque chose pour le four et je vois quelque chose pour les flammes. Alors, n'oublions pas que tout le rayonnement n'est pas visible. Ainsi, si j'utilise le rayonnement, une caméra capable de capter, d'enregistrer le rayonnement infrarouge, eh bien, je comprends que l'enfant malade émet lui aussi des rayonnements. Sauf qu'ils sont dans le domaine invisible, le domaine le plus froid, à droite du rouge qui est visible. Donc, il faut retenir de ça que tout corps chaud émet un rayonnement. Après, selon la température, il est visible ou non. Donc je reviens à notre sujet des astres et du soleil qui nous intéresse ici. Et vous avez sur ce diagramme un ensemble d'astres, donc notre soleil désigné par la flèche blanche comme vous pouvez le voir ici, d'autres étoiles que vous connaissez peut-être, Sirius, Vega. Si on observe le ciel, la nuit bien sûr, avec un instrument qui permet de mieux voir ces petits astres, ces petits points dans le ciel, on va constater qu'ils ont une couleur. Par exemple, une étoile telle que Arcturus, Bételgeuse, on va les observer plutôt dans une couleur rouge. Et puis Vega, Sirius, toutes les étoiles qu'on va retrouver dans cette zone vont plutôt avoir une couleur bleue. Notre soleil, vous voyez, il se situe dans le jaune, tel qu'on le connaît, vous ne serez pas surpris. Associé à ces couleurs, vous pouvez lire sur l'axe supérieur ici les températures. Du côté des bleus, des températures très très importantes. 100 000 degrés, 25 000 degrés. Du côté des rouges, des températures beaucoup plus froides. 3000, 2000, 1000, des températures bien plus froides. Exactement comme je vous l'ai montré par rapport à la braise, plutôt rouge, qui rayonne plutôt dans le rouge, et par rapport à la flamme bleue de la gazinière. Donc gardez en tête cette corrélation entre température et couleur du rayonnement, lorsqu'il est visible. Alors maintenant, je vous montre ici une image qui a été réalisée par les scientifiques de la NASA, qui concerne l'observation du Soleil. Le Soleil, on peut l'observer de plein de manières différentes. Vous avez compris qu'il rayonne une lumière qui est complexe finalement, avec une zone lumineuse dans le visible, une zone dans l'UV, dans les rayons X, dans l'infrarouge, une très large zone de longueur d'onde, une très, très grande variété de longueur d'onde. Ce qu'ont fait les scientifiques ici, c'est d'enregistrer plusieurs images du Soleil dans différentes longueurs d'onde. Je vous donne un exemple. Par exemple, ils ont choisi une longueur d'onde de 170 nanomètres. On se trouve dans le monde des rayonnements UV. Et ils ont réalisé cette image en enregistrant toute la lumière de cette longueur d'onde rayonnée par le Soleil. Ça permet de réaliser cette image
qui est une image qui donne des informations particulières sur le Soleil, notamment sa surface qu'on appelle la photosphère. Un autre exemple parmi ces différents points de vue, ici, sur cette image ici, c'est une image enregistrée à 30 nanomètres. On est dans le monde des rayons X, dans les rayonnements de type rayon X. À cette longueur d'onde, en fait, est associé l'atome d'hélium. Revoilà ce fameux hélios, cet élément chimique qui est très important dans le Soleil et qu'on appelle l'hélium. Ce Soleil, je rappelle, milieu chaud, très excité, il va faire que les atomes subissent des tas de collisions qui fait qu'ils deviennent excités et pour revenir à un état plus stable, ils vont émettre un rayonnement. C'est ce rayonnement qui était issu de l'hélium à 30,4 nanomètres et qu'on peut du coup recevoir, qui est rayonné et qui peut être enregistré par un instrument pour l'étude du Soleil. Donc ce que nous apprend ce rayonnement, il nous permet de faire cette image. Vous voyez qu'elle est bien différente de celle réalisée dans l'UV. On a un aspect un petit peu différent au niveau de la surface, on a bien l'aspect un petit peu granuleux mais un petit peu différent. Et surtout, on commence à voir des choses qui concernent l'atmosphère du Soleil. Ce qu'on n'avait absolument pas avec l'image dans l'UV. Cette photo permet d'être sensible à des températures de l'ordre de 50 000 degrés. Donc une zone très chaude, plutôt au-delà de la surface. Tandis que tout à l'heure, avec l'UV, là je vous ai parlé de cette longueur d'onde de 170 nanomètres qui était relative à une température beaucoup plus fraîche, 4500, si on peut appeler ça frais, en tout cas qui concernait la photosphère, la surface du Soleil. Une dernière, vous voyez ici, l'image en vert ici, vous voyez comme on perçoit bien la couronne solaire et même les zones d'activité solaire, ce qui n'était pas du tout possible avec les UV. Ici, l'image est réalisée avec une longueur d'onde de 9,4 nanomètres qui est relative au fer dans un état d'ionisation très important. Il a perdu 17 électrons, le pauvre, tellement le milieu est chaud, énergétique, tellement il y a de collisions. On lui a arraché tous ces électrons un par un. Il a été dépouillé, cet atome de fer. Et ici, on est sur des températures de 6 millions de Kelvin, donc qui permettent de rendre compte de ces activités, de ces régions de très forte activité dans la couronne. Donc vous voyez que chacune des photos est réalisée avec un élément d'information finalement du Soleil, notamment un élément chimique. On a parlé au tout début de la composition chimique du Soleil. Donc là, on vient chercher un rayonnement qui a été émis par un de ces éléments chimiques et les images sont finalement complémentaires les unes des autres et apportent tout ensemble des informations très importantes sur la nature du Soleil. Je fais, pour finir, une petite transposition dans le monde médical. Vous voyez ici plusieurs images d'un corps humain. Bon, c'est le même individu, sauf que pour réaliser l'image, on se sert de signaux différents. La première image, c'est quelque chose que vous connaissez bien, c'est la radiographie X. La radio, ce qu'on appelle la radio. Elle va donner différents renseignements aux médecins pour voir si le corps fonctionne bien, si tout va bien. On a fait une deuxième image en utilisant un autre principe physique qu'on appelle la tomographie par émission de positons. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Elle a permis, pour ce même individu, une image, vous voyez, qui est bien différente. On se place sur un autre point de vue et on vient voir des choses complémentaires. Et la troisième image à droite, c'est juste la superposition. Et le médecin, grâce à la superposition, est capable de dire ce qui ne va pas, de déceler une tumeur ou autre chose. Je n'ai pas cette connaissance de façon assez précise pour vous dire. Mais
Mais l'information intéressante, hein, c'est qu'on travaille exactement pareil au niveau des scientifiques qui étudient le Soleil. Vous voyez, plusieurs points de vue, plusieurs images qui sont basées sur des éléments différents et qui sont complémentaires les unes aux autres. Toutes sont un élément de compréhension supplémentaire de ce qu'est le Soleil ou de ce qu'est une maladie dans la partie médicale. J'espère que cette petite présentation vous aura intéressé et vous sera utile. Et je vous dis à bientôt.